Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. On entend souvent dire que le monde agricole québécois est en retard en matière de technologie et d'innovation. Ce n'est pas vrai pour toutes les entreprises, car certaines font plutôt montre d'exemplarité sur la voie de l'agriculture 4.0. La Financière agricole du Québec, à l'occasion de son deuxième rendez-vous en web-diffusion sur le thème « Vers une agriculture 4.0 prospère et durable », présentait 4 entreprises où les avancées technologiques sont remarquables. Voici mon reportage. Peut-être y a-t-il des entreprises agricoles où les avancées technologiques sont plutôt limitées. L'intérêt n'y est pas vraiment. Par contre, sur les fermes en général, l'intérêt est manifeste et va jusqu'à un véritable engagement dans la révolution numérique et l'utilisation de données. Un exemple, chez Aquaverti, ferme verticale de production de laitue à impact quasi nul sur l'environnement, le président Georges Axam se classe fort bien sur une échelle de 10. Je dirais que chez Aquaverti, on est autour de 7-8 aujourd'hui. Ouais. Quand même. On a une approche extrêmement concentrée sur toutes les données numériques et l'intégration technologique. Je reviendrai sur Aquaverti et les 3 autres entreprises venues exposer leurs initiatives et leurs visées en matière d'agriculture 4.0. Tout d'abord, le président-directeur général de la Financière agricole du Québec, Ernest Desrosiers. L'idée étant toujours la même, c'est de se projeter dans l'avenir, d'essayer de voir comment est-ce que les enjeux auxquels on fera face, comment est-ce qu'on peut s'y préparer. Et évidemment, on s'aperçoit que c'est avantageux, je pense, d'en être conscient. C'est la première étape avant de prendre des décisions, puis même aller à l'action. Il faut d'abord savoir qu'il y a un événement qui va se produire ou des événements qui vont se produire. Et certains de ces éléments-là sont hors contrôle de notre propre organisation. Par contre, ces influences, on va les subir. Puis c'est pour ça qu'on a ciblé le thème du numérique, parce que le numérique va avoir des impacts importants sur les organisations, soit qu'on les subisse, soit qu'on s'y prépare. Pourquoi l'agriculture 4.0? Vous dites c'est là, ça s'en vient, mais à quel point c'était nécessaire que ce soit ça le sujet aujourd'hui? À cause de ces impacts, parce que vous savez que si on bénéficie des données ou des impacts de la technologie, ça peut créer un avantage concurrentiel pour les organisations. Si par contre on prend du retard sur d'autres sociétés qui tireraient avantage du virage numérique, à ce moment-là, on pourrait être pénalisé là-dedans. Ça fait que c'est évident que nous, pour tirer les pleines retombées de ça, que ce soit des impacts sur la gestion des entreprises, par exemple, en termes de pratiques agro-environnementales ou même juste la question du gaspillage alimentaire, les données qui vont être recueillies par les fermes, par les organisations qui travaillent avec les agriculteurs vont permettre souvent de mieux cerner ces enjeux-là puis mieux se préparer pour y faire face. Dans l'agriculture québécoise, quel est le portrait actuel et quels sont les défis? Annie Royer, chercheur au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. Le Cyrano. Comme dans toutes les révolutions antérieures, il faut bâtir les infrastructures nécessaires à cette révolution-là, qui sont des infrastructures différentes des autres révolutions. Il faut avoir Internet haute vitesse, il faut bâtir des plateformes de données, parce que c'est là que ça va passer, et un service conseil adapté. On est vraiment dans un changement de paradigme, de connaissances. Le service conseil va devenir très important. Je mets un petit clou de plus sur l'aide à la décision sur la rentabilité. C'est sûr que c'est mon dada en tant qu'agroéconomiste, mais c'est le frein numéro 1 qui est relevé. La formation des conseillers par rapport à ça, l'appui au club conseil, les études indépendantes, le benchmarking, ça se fait déjà dans d'autres choses, mais il faudrait l'adapter. Il faudrait qu'il y ait un emphase un peu plus par rapport aux outils numériques sur tout ce qui est le conseil. Il faut aussi baliser les flux de partage des données, se donner des règles de gouvernance de données. Propriété des données, confidentialité, consentement. Et il y a des guides de bonnes pratiques qui ont été développés ailleurs, en Europe, aux États-Unis, en Océanie. Pour le moment, moi, je suis pas au courant qu'il y en ait un au Québec ou au Canada. Donc, ça permettrait au moins de sensibiliser sur c'est quoi les bonnes pratiques. Puis au niveau du producteur et du conseiller, c'est d'augmenter la littératie numérique pour tirer avantage de cette révolution-là, incluant de bien comprendre les enjeux. Et sur ma ferme, quel rythme adopter? Primo, ce qu'on voit, c'est que l'efficacité des technologies numériques va dépendre du niveau de gestion antérieur, en fait. C'est ce qui ressort de beaucoup d'études. Donc, primo, ça va être s'assurer que la gestion actuelle de la ferme soit déjà optimale.
et d'utiliser les données que vous avez déjà. Des fois, vous avez des données que vous savez pas quoi faire avec, mais vous pouvez faire déjà beaucoup de choses avec. Puis la révolution numérique, là, c'est des données, en fait. Oui, il y a des technologies, puis éventuellement la robotisation, etc., mais à la base, c'est des données. Donc, des fois, on parle avec des producteurs et on se rend compte qu'avec déjà les données qu'ils ont, ils peuvent faire beaucoup de choses avec déjà les données qu'ils ont à la ferme. Donc ça serait un premier élément. Deuxièmement, s'assurer d'être à l'aise avec votre investissement. On s'entend que ça demande quand même certaines connaissances, certaines ressources. Donc, s'assurer d'avoir ce qu'il faut pour bien comprendre ces technologies-là, bien les utiliser, d'aller chercher un plein potentiel. Et troisièmement, je dirais que ça serait d'investir au rythme de ses besoins et du retour sur investissement. Donc, de se poser la première question, qu'est-ce que je veux régler comme problème? Qu'est-ce que je veux améliorer exactement? Est-ce que c'est un problème de pénurie de main-d'œuvre, de rentabilité des activités agricoles, de qualité de vie, de réduire les risques, d'évaluer une nouvelle pratique, d'aller vers un développement plus durable, etc. Puis une fois qu'on a répondu à ces questions-là, qu'est-ce que j'ai besoin comme données? C'est de raisonner en termes de données, en fait. Et après, ça sera l'investissement dans la technologie qu'il vous faut. Donc, en conclusion, 3 éléments que j'aimerais que vous vous rappeliez. Il y a une partie de notre agriculture qui va se faire autrement dans les prochaines années. Même que je dirais qu'une majeure partie, pour des raisons de compétitivité, va se faire autrement. Il y a certaines fermes qui vont pas prendre ce virage-là ou qui vont le prendre seulement partiellement. Puis c'est correct comme ça parce que il y a certains secteurs qu'on n'a pas autant besoin de technologie. Ou il y a certains producteurs, en fait, que ça les intéresse pas. Ils veulent garder un lien direct avec certaines choses de leur ferme. Les fermes de petite taille, par exemple, n'ont pas nécessairement toujours besoin d'aller vers ces technologies-là. N'empêche que la plupart des fermes vont probablement prendre ce virage-là à moyen-long terme. C'est pour ça que ça va être important de faire aussi beaucoup d'études pour adapter les technologies à nos réalités. Ici, au Québec, la taille de nos fermes est plus petite qu'ailleurs. On a aussi un climat différent d'ailleurs. Il va falloir adapter nos modèles d'affaires, nos modèles de financement. Donc ça, il y a peu d'études encore qui sont faites dans ce sens-là, mais il faut y aller parce que c'est aussi un frein à l'adoption de ces technologies-là, qui sont développées ailleurs dans le monde souvent. Deuxième chose, la technologie va venir en appui à l'humain, mais ne pourra jamais totalement le remplacer en agriculture, selon moi. C'est sûr qu'il va y avoir une reconfiguration des liens entre l'humain, la machine, les animaux, mais il y a une partie de cette reconfiguration-là qui va dépendre de vos choix. Oui, la technologie numérique va vous permettre d'avoir des yeux dans votre champ, des yeux dans vos étables, mais il faut qu'il y ait un pilote qui doit être dans l'avion quand même. Ça sera votre choix, en fait. En tout cas, moi, je l'espère que ça va rester le choix du producteur de se dire, OK, j'ai plus d'informations grâce à cette technologie-là, ou ça va peut-être me dégager du temps pour faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire être tout près de mes animaux, marcher mes champs, etc. La technologie va venir en appui. Elle va pas remplacer les agronomes non plus. Les technologies sont quand même faillibles, donc il faut quand même qu'il y ait un pilote dans l'avion. Troisième point, le dernier. Le véritable virage numérique, selon moi, c'est pas seulement des gadgets et des technologies, c'est vraiment quand on commence à penser en termes de données, avant de penser en termes d'équipement, là, on a fait le virage numérique dans notre tête. Et maintenant, les témoignages de 4 productrices et producteurs à propos de leur engagement dans l'agriculture 4.0. Vincent Godin de l'entreprise Emblème Canneberge. On commence à générer beaucoup de données avec ces technologies-là. On ne sait pas encore très bien à quoi ça va nous servir dans le futur, mais on les garde, puis on est certain qu'éventuellement, on va pouvoir, avec les technologies qui s'en viennent, trouver des utilités majeures à ce niveau-là. On est en intégration constante au niveau des technologies qu'on a actuellement chez nous, donc on essaye de maximiser leur utilisation, d'intégrer le plus de modules possible. Au niveau de la canneberge, en régie biologique, on a des gros défis au niveau du désherbage. Il n'y a pas d'herbicide qui est nécessairement utilisable en régie biologique. Donc, il y a un projet qui s'en vient au niveau du désherbage électrique. L'évaluation des prévisions de rendement avec drone qu'on veut regarder dans les prochaines années pour nous aider à faire les allocations de livraison pour la portion usine. Puis, il y a un projet qui est poussé beaucoup par le Club Conseil de la Canneberge, le CETAC, puis la division recherche qu'on a à l'Association des producteurs. C'est des pièges automatisés pour les insectes ravageurs. Ces pièges-là vont être en mesure d'envoyer des photos, des captures automatiquement sur les serveurs pour être consultés par les dépisteurs, les agronomes. Puis, éventuellement, on peut espérer que les logiciels vont pouvoir faire les décomptes du nombre d'insectes, les identifications des insectes qui ont été piégés là-dedans pour voir s'ils atteignent les seuils de traitement phytosanitaire, donc pour devenir de plus en plus productifs et efficaces. Quelques conseils pour les producteurs agricoles.
Au niveau de l'intégration des nouvelles technologies, si on est capable de le faire graduellement, c'est toujours favorable, c'est toujours mieux. De faire une cassure nette, des fois on n'a pas le choix, mais graduellement, là, c'est plus facile. L'intégration de technologies va venir nécessairement avec des changements organisationnels qu'on va sous-estimer. L'intégration graduelle permet de prendre ça une bouchée à la fois. Ensuite, la phase de stabilisation. Après avoir fait une intégration de technologie, la phase de stabilisation est excessivement importante. Ça nous permet de s'assurer que l'utilisation de technologie a bien été adoptée dans l'entreprise. Ça permet de s'assurer que la technologie rend bien le service qu'elle devait rendre. Ça sert aussi à maximiser les bénéfices qui viennent avec la nouvelle technologie. Troisième conseil, c'est d'avoir un plan B au cas où la technologie fonctionne pas. On peut pas attendre le 2 jours que le fournisseur vienne nous réparer ou régler le problème. Donc, ça prend absolument un mode manuel pour être capable d'opérer ces technologies-là. Et Luc Veilleux, important producteur de porc en Beauce. En 2017, c'est mon premier investissement en intelligence artificielle. Ça faisait 35 ans que j'attendais pour un équipement comme ça. Cet équipement-là est capable de nous dire le moment précis que la truie ovule. Une truie, elle peut rester en chaleur de 1 journée à 4 jours, puis elle ovule dans le dernier tiers de ça. Un humain n'est pas capable de trouver ça. Alors, on assimilait les truies 2 fois, 3 fois pour être sûr qu'elles soient gestantes. Avec un équipement comme ça, on insémine la moitié, 1 fois et quart à peu près. Puis, on a augmenté notre taux de mise bas de 5 à 6 %. C'est un équipement merveilleux. Si cet équipement-là sort de la bâtisse, je m'en vais avec. En 2018, on a implanté Aléa pour la comptabilité. Aléa, c'est un système des factures en direct dans le logiciel. Ça va vite pour rentrer les données. Après ça, quand on veut avoir des chiffres, c'est très rapide. En 2022, notre pouponnière, on a fait la ventilation intelligente avec des moteurs qui consomment moins d'énergie, contrôle la distance, puis on a une meilleure qualité de ventilation. Il ne faut jamais avoir peur d'utiliser des nouvelles technologies, ça ne mange pas le monde, ça veut juste nous aider. Les défis, on voit les modules où les truies vont s'alimenter. C'est là qu'il y a la puce de la truie qui arrive pour la nourrir. Puis je vous disais tantôt qu'on a 15 % de perte. Si un jour, on pourrait avoir la reconnaissance faciale, on est capable de reconnaître la face d'un humain, on va être capable de reconnaître la face d'un cochon, j'imagine. Ça serait un bien pour nous autres. Puis l'intelligence artificielle, c'est sûr qu'on n'a rien vu encore. À Saint-Félicien, de la ferme Olofé, spécialisée dans les flocons d'avoine, Virginie Lepage. Le 4.0, je ne sais pas si c'est qu'est-ce qu'on fait, mais on travaille fort sur les nouvelles technologies. On a robotisé toutes nos lignes d'ensachage cette année. Il n'y a plus d'opérations manuelles faites par les opérateurs. On a diminué les charges et puis on a augmenté notre capacité de production. Maintenant, c'est plus l'humain qui vient décider de combien on va produire. On fait produire les robots puis ça va plus rapidement. On a installé des trieurs optiques pour augmenter la qualité de nos produits finis. Donc, pour les flocons sans gluten. Avec les nouvelles technologies, ça nous permet de diversifier notre offre au niveau du criblage, parce qu'on a un centre de grains aussi qui offre des services de criblage. Il faut très bien structurer nos projets. Les chargés de projet doivent être très connaissants. Donc, la nouvelle technologie est super intéressante, mais il faut être capable de la mettre en place dans l'entreprise. D'avoir fait toutes ces améliorations-là, c'est l'augmentation de la production, donc augmentation des revenus. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure conformité au niveau de nos produits, meilleure rétention du personnel aussi, ça facilite le travail, puis une meilleure maîtrise de notre procédé, une meilleure efficacité des machines. C'est sûr que c'est plus facile d'avoir de la donnée provenant d'un système automatisé, donc ça nous permet de mieux maîtriser notre procédé. Et retour chez Aquaverti, ferme verticale à Montréal, avec son président Georges Axam. D'après nos calculs, on est autour de 132 fois plus productif par pied carré qu'une ferme traditionnelle québécoise avec 2 cycles à 2 cycles et demi de production. Au-delà de cela, comme on est en environnement contrôlé, ça nous permet c'est pour ça que je dis on est presque 8 sur 10 sur l'agriculture 4.0. On contrôle tout l'environnement, tout l'écosystème dans lequel on est. Puis c'est la première fois depuis des milliers d'années qu'on est vraiment capable de comprendre l'effet de chaque variable de l'écosystème sur les plantes. La technologie est au centre de ce que l'on fait. C'est au centre de notre manière de penser. C'est ce qui nous aide à prendre toutes nos décisions basées sur les données qu'on récolte. On en a des données en masse, mais ça crée un enjeu sur la gestion et la planification de notre production et de la demande. On a des enjeux sur les coûts de production puis la compétitivité par rapport aux produits importés, aux produits qui sont cultivés dans des champs à l'année. On s'entend bien, on utilise de l'énergie en masse. Puis la dernière chose, c'est la formation et la main-d'œuvre. Donc, la technologie nous permet d'adresser plein de ces défis-là. On a automatisé une grosse partie de tout ce qui est la production de la ferme, gestion de la production de la ferme, transformation, donc tout ce qui est récolte, emballage, ainsi de suite. Puis, ça nous a permis de pouvoir donner plus de temps à nos employés, d'améliorer leur qualité de vie
en leur offrant des postes qui sont plus dynamiques en gros. Ça, c'était quelque chose qui a bien motivé notre équipe. Au-delà de cela, l'automatisation nous a permis d'avancer plus rapidement dans la capture du marché. Ça nous a permis de pouvoir mettre plus de produits dans le marché plus rapidement. Ça nous a permis de réduire notre dépendance à la main-d'œuvre qui, je pense tout le monde ici le sait, c'était vraiment dur à trouver de la bonne main-d'œuvre, de la main-d'œuvre stable et qualifiée. Sinon, au niveau de l'automatisation, il y avait quand même quelques défis là-dedans. Les défis étaient surtout parce que l'industrie dans laquelle on est, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui commencent à l'adresser. Il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup d'équipements robotiques, il y a beaucoup de systèmes informatiques qui répondent aux besoins des gros champs, qui répondent aux besoins des serres, mais pas nécessairement pour l'agriculture verticale en environnement contrôlé. Ceci nous a obligés un peu à être créatifs, à faire des partenariats avec des universités, des centres de recherche pour développer nos propres équipements robotiques. On a même dû créer notre propre logiciel pour centraliser toutes les données. Donc aujourd'hui, on a un logiciel centralisé fait maison qu'on appelle l'Aqaverty Operating System, OS, qui nous permet d'avoir une vue d'aigle et une vue détaillée aussi de tous les côtés de l'entreprise, que ce soit les tâches sur lesquelles chaque employé passe du temps, que ce soit sur les intrants qu'on met, les extrants, les pertes, les raisons des pertes, des données sur la qualité de la récolte et le poids récolté. Donc sur la productivité aussi. Puis grâce à toutes ces données-là, ça nous prend énormément de temps pour les analyser. Puis on a des millions de données, c'est pas évident là. Mais on a réussi à augmenter notre productivité par autour de 33% depuis l'année dernière. Puis on a aussi réussi à épargner autour de 3 heures d'énergie par jour. Avant cela, on travaillait sur des cycles de 16 heures d'énergie, de lumière. Puis là, on est descendu à 13 heures seulement. Puis c'est grâce à toutes ces données-là, à toutes ces analyses qu'on a réussi à avoir cette amélioration ou cette efficacité opérationnelle. Sur un autre niveau, la main-d'œuvre, c'était un grand enjeu parce que on avait besoin de gens pour nous entraîner sur les équipements robotiques qu'on développait nous-mêmes. C'était pas évident, il y avait plein d'essais d'erreurs. Puis par la suite, il fallait que nous-mêmes, on forme le personnel avec qui on travaille sur comment utiliser ces nouvelles technologies, ces nouvelles machines qu'on a développées. Sur un autre niveau, l'agriculture verticale, elle commence à prendre de l'allure au Québec, mais beaucoup des fournisseurs qui avaient certaines solutions, on va dire, sont basés soit aux États-Unis, soit en Asie. Aussi, tout ce qui est défis reliés à la réparation, maintenance de ces machines-là, le démarrage de ces machines, si jamais il y a des pièces qui brisent, tout ça, ça crée des défis opérationnels. Puis comme Vincent l'a mentionné, quand on fait des choix technologiques, il faut toujours être prêt à repartir au manuel dans des cas extrêmes le temps que ça soit réparé, parce que les plantes n'arrêtent pas, ils ne vont pas attendre que les machines soient remises en opération en fait. Ici Lionel Levac. Un grand nombre d'entreprises auront intérêt rapidement à suivre ces quelques exemples. Nous sommes vraiment dans une nouvelle révolution agricole. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.